Alors bonjour mesdames et messieurs à cette émission de Canada Virus. Aujourd'hui, on a préparé une capsule pour vous avec Jean-Claude Pomerleau qui va venir nous parler via Skype, seulement par téléphone pour des raisons de télédiffusion. On doit y aller de cette façon-là. Alors Jean-Claude va venir nous parler de 3 points essentiellement. Et le titre de cette vidéo-là, il a voulu l'appeler le virus de la souveraineté. Alors, Jean-Claude va venir nous entretenir sur la situation au Québec, le retour du nationalisme économique, des concepts qu'on pensait voir disparaître comme maîtres chez nous, et ces dernières heures, le panier bleu de M. Fitzgibbon. Donc, on va regarder ça en première partie. Par la suite, certains au Canada nous demandent de serrer les coudes et de ne pas trop faire de politique. Alors, on va voir du côté de la Banque du Canada et du système fédéral canadien. Jean-Claude va venir nous expliquer comme il faut comment le fédéral, lui, compte tirer son épingle du jeu. Et en dernière partie, on va vous faire un bref retour dans l'histoire où on va vous montrer que l'État canadien actuellement est en train de reprendre ses vieilles habitudes pendant des crises. Le gouvernement canadien en a profité pour occuper des champs de compétences très importants, entre autres nos impôts. Alors Jean-Claude va venir nous expliquer ça. Alors salut Jean-Claude. Comment ça va? Et là, moi, je suis caché dans un garde-robe ici, là. Je sors plus. Je sors pour faire des commissions, mais avec un masque. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait un masque, puis bon, je sors avec ça. Fait que, écoute, les 3 points que tu as mentionnés, c'est très important de voir que dans l'évolution de la crise sanitaire, on est arrivé à un point, il y a 2 moments. Il y a un moment où l'équipe économique est sortie, c'est-à-dire à 2 reprises. La première reprise, c'était pour des programmes d'assistance. Puis la dernière fois, c'était pour un programme de relance économique. C'est très important parce que ils voient à l'intérieur, l'information qu'ils ont, c'est qu'on serait pas mal en haut sur le plateau et puis là, bon, ça va s'aplatir. Et puis donc, il faut prévoir un plan de sortie. Et d'autant plus que dans le plan d'assistance, quand ils ont fait ce point de presse-là, Fitzgibbon a dit que les Chinois vont sortir les premiers pour être en mesure de remettre la machine économique en marche, la production, etc., et qu'ils vont profiter du fait que d'autres sont encore dans le confinement pour s'accaparer de marché. Et donc, il a dit, à ce moment-là, là, on est dans une game géopolitique. Il a mentionné ça. On est dans la géopolitique. Et donc, il y avait là une conscience qu'il fallait absolument que nous, on sorte le plus tôt possible avec un plan de relance costaud pour, de l'autre côté de la crise, là, comment ça va se dérouler, dans quel paysage on va être. On a vu que dans cette crise-là, c'était le retour du politique, finalement. C'est le retour du politique dans le sens où on revient au rôle de l'État. L'État qui, là, sur son rôle fondamental, le premier, c'est celui de garder la vie des citoyens, OK? La sécurité physique, c'est le premier rôle et donc, là, on s'est fait ramasser comme faut pour se réveiller sur des choses fondamentales comme la vie. M. Legault parlait de questions de vie ou de mort dans ça. Alors, quand un chef d'État parle de questions de vie ou de mort, il y a l'attention du monde, OK? Alors, c'est ça. Alors, donc, Fitzgibbon, et là, eux autres, sur le deuxième point de presse où il a parlé du plan de relance, là, on arrive avec une stratégie pour
D'abord, il y a des leviers économiques du côté de la Caisse de dépôt, du côté du Fonds de solidarité, du côté du gouvernement du Québec. L'effort budgétaire du gouvernement du Québec est à hauteur de 18 milliards. Alors, le Québec a des leviers. OK? C'est pas le Nouveau-Brunswick. Et puis, on est dans le domaine, OK, où l'économie évolue vers le numérique. Et les grandes entreprises américaines, ils ont pris avantage de ça et ils sont en train tranquillement de faire tomber des commerces qui sont dans des circuits de distribution, mettons, conventionnels. OK? Alors donc, c'est sur ce thème-là que le gouvernement du Québec a voulu sortir puis marquer l'imaginaire avec la fameuse proposition pour le panier bleu. Le panier bleu, bon... Tu sais, c'est le fun, j'aime la couleur, tu sais, parce que là, cette équipe-là économique du gouvernement de la CAQ, pour moi, ça posait des questionnements, disons, savoir le bleu, était-tu bleu pâle ou... Puis là, par la force des choses, ce virus-là, qui est le virus de la souveraineté, les amène, comprends-tu, au bleu foncé. OK? Là, on est dans le nationalisme économique pur et dur, comme on n'aurait pu jamais l'imaginer si on n'avait pas été dans ce contexte-là. Parce qu'on imagine que s'il était sorti avec des plans de même, d'abord, il aurait péché contre l'Organisation mondiale du commerce, qu'il n'était pas le droit de favoriser ton monde, etc. Puis il se serait fait tresser pratiquement de nazis. Donc là, dans le contexte, là, le monde sont à l'écoute et c'est ça qu'ils veulent entendre. Et puis, donc, ce panier bleu-là, gars, ils ont mis un site en ligne, juste pour te dire, OK? Parce que là, c'est tout fait à la va-vite. Et puis, donc, tout de suite, en le mettant en ligne, ils ont eu 2 millions d'entrées. Là, ils sont rendus à 3 millions d'entrées. Donc, puis, le site a crashé à cause de ça. Okay? Donc, oui, Jean-Claude, on voit un retour du nationalisme économique. Tu en as déjà parlé avec moi dans d'autres capsules. Et d'une crise qui était canadienne il y a encore quelques semaines avec la crise autochtone. Et on a vécu aussi une crise pétrolière au Canada. Bien là, il y a les tensions qui on pensait passer avec la crise autochtone reprend de plus belle avec ce virus-là, le COVID-19, qui vient remettre tout en question. Ouais, et là, c'est le retour du nationalisme sans avoir de discours où ça se fait naturellement en ce moment. Tu as parlé aussi de fin du mondialisme heureux. Alors, continue à nous expliquer. Oui. OK. Donc, j'étais sur le panier bleu parce que c'est une stratégie d'État d'envergure. Et puis, le panier bleu, c'est un registre des entreprises du Québec. Et aussitôt qu'ils ont ouvert le site, il y a 1100 entreprises, points de vente qui se sont inscrits. Et là, il y a un autre site qui va être une plateforme de transaction, parce qu'il faut comprendre que le panier bleu n'est pas une plateforme de transaction, c'est un registre d'entreprise. Autrement dit, toi, tu vas acheter sur Amazon, ben là, tu sais que panier bleu existe, tu vas d'abord aller au panier bleu pour voir si tu n'auras pas au Québec, que c'est que tu as besoin. Et puis, l'autre, c'est la plateforme de transaction, c'est Mazone. Mazone pour contrer Amazon. Tu comprends-tu? Oui. Alors, Amazon vont, eux autres, gérer les transactions parce que les petites entreprises, les services de livraison, etc., tout le managing, la gestion de ça, que les grands capitaux américains pouvaient se payer, bon, mais là, ici, on va pouvoir se le payer avec le levier de l'État du Québec. Tu comprends? Oui. Et donc, là, on va être à armes égales, ou si on veut, en tout cas, en meilleure posture qu'avant, par rapport à Amazon qui est en train de manger le commerce petit à petit. Tu comprends? Le commerce va transiter sur le numérique. Petit à petit, c'est inévitable. Donc, on n'avait pas de parade contre ça. On se fait dissoudre tranquillement. Tu sais? On l'a vu avec, mettons, Uber Taxi. Tu vois, ce numérique-là, comment que ça peut jouer. Et puis, là, ce qui arrive, c'est que
il y a un texte de Michel Girard qui résume bien la chose, OK? C'est que lui, c'est un analyste économique, finances publiques, et puis lui, il dit, regarde, dans son texte, il dit, c'est la relance d'un Québec économique plus souverain. OK? La relance d'un Québec économique plus souverain. Fait que lui, c'est pas un idéologue de la souveraineté, là. Tu comprends? Non. Il fait juste un constat que là, il dit, pourquoi? Il dit, jamais depuis les années 60 de la Révolution tranquille n'aura-t-on vu le mémorable slogan de Jean Lesage, maintenant ou jamais, maître chez nous. Redevenir aussi pertinent comme objectif de société. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une stratégie d'État d'envergure de redressement national sur le thème de l'économie. Mais sur le thème de l'économie, c'est sur le thème du politique aussi, là. OK? Oui. Alors donc, en quoi ça sert la cause, cette crise-là? Parce que c'est ça, moi, qui me préoccupe. Tu comprends? Oui. Savoir un paquet de détails accessoires, j'ai pas tellement de temps pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça peut servir la cause que ce virus-là, qui est un déclencheur de dynamique politique, puis comment ça peut évoluer. Et pour moi, ça a toujours été que il n'y a pas de grand soir, tu comprends? Il y a un État qui se structure et qui s'édifie et qui monte en puissance et qui se dresse contre un autre État canadien. OK? C'est ça la game, là. C'est pas un débat d'intellectuels, d'idées, puis de préférences, puis de souhaits. OK? C'est des leviers, c'est des moyens d'État pour arriver à tes fins. Fait que là, la première phase de ce projet-là, c'est le redressement national. Après 15 ans de libéraux au pouvoir, tu comprends-tu? Il est en train d'enterrer la nation carrément. Alors là, dans ce que fait ce virus-là, c'est quelque chose de comme magique, c'est parce que on refait corps d'un point de vue national, on refait corps. Tu as juste à voir la réponse qu'il y a eu à sa proposition, tu comprends, de panier feu. Alors, là, tu vois que les gens sont à l'écoute parce que c'est grave, et là, ils comprennent, il y a une leçon là-dedans, puis cette leçon-là, elle est très simple, c'est, gars, il faut refaire corps ensemble, et puis, dans il y a aussi d'autres aspects, comme, gars, l'aspect de l'autonomie alimentaire, hein, oui. de M. Garon. On redécouvre ça, okay? On redécouvre ça. Alors, en ce moment. Ben oui, là, il a évoqué Hydro-Québec là-dedans. Il y a 900 serres présentement, 900 serres. OK, au Québec, il y en a 500 qui font pousser des fleurs. OK, alors là, l'Hydro-Québec, pendant ce temps-là, laisse couler son électricité dans la rivière parce qu'ils n'ont pas de clients. OK? Alors là, il y a une capacité avec le levier Hydro-Québec, de développer des serres au Québec. OK? On ne fera pas pousser des bananes, mais on peut développer des serres puis devenir plus autosuffisant. Il faut comprendre que ce qu'a dit Fitzgibbon, c'est très, très important, c'est que il dit, si on consacre un foyer, écoute bien ça là, 5 $ par semaine pour acheter québécois, OK, de plus. 5 $ par semaine pour un foyer, une famille, là, c'est pas beaucoup, là. Ben ça c'est 1 milliard de retombées pour le Québec. Et dans l'agriculture, ben ça consolide les régions, tu comprends-tu? Oui. Et puis, c'est très important parce que la base nationale, elle est là, notre base territoriale, OK? Alors, donc, c'est ça. Donc, 5 $ égale 1 milliard. Bien, si le monde, avec l'enthousiasme qu'on sent, qui arrive à monter à 10, 15 piastres de plus de produits québécois dans la semaine pour le foyer, t'es à 3 milliards. Là. Tu commences à avoir, à envoyer, tu comprends-tu, revitaliser dans les régions des coins qu'on pensait, tu comprends? C'est ça l'affaire. Oui, puis Jean-Claude participe du redressement national. Maintenant, oui, Jean-Claude, la crise qui nous frappe actuellement nous remet un peu nos valeurs en ordre et on fait appel à nos sens vitaux, c'est-à-dire se loger, se nourrir. Tu parlais d'indépendance alimentaire et il y a un nouveau front qu'on doit absolument s'occuper, c'est le front numérique.
il y a une bataille là qui va se jouer. On voit un peu comment Netflix pouvait passer à travers les frontières. Et là, on retrouve l'utilité des frontières. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques maintenant. On parle de la stratégie du panier bleu du Québec, de Legault et Fitzgibbon. Fini là-dessus, puis après ça, on va passer au Canada. Oui, OK, parfait. Bon, ben c'est ça. Regarde, c'est qu'ils ont compris, l'État du Québec, c'est la première fois là qu'on a une stratégie d'envergure, OK, sur le thème du numérique ça, c'est de la géopolitique parce que le numérique abolit les frontières. Or, avec le panier bleu, tu redresses tes frontières au point de vue numérique. Tu comprends? Oui. C'est ça, là. Faut être au 21e siècle, là. On peut pas avoir une stratégie du 20e siècle. Fait que c'est ça. Et donc, regarde, juste pour te dire, tu sais, France Bazot, juste pour conclure sur le panier bleu, elle dit, ça parle de job, de fierté, de territoire. Voilà un fameux projet de société né dans l'urgence, mais qui nous projette dans l'avenir. Fait qu'elle, c'est pas tellement nationaliste, là, tu comprends? C'est ça, OK? Donc, panier bleu, puis de l'autre côté, il se passe quoi, là? Parce que là, le Canada aussi est en urgence, et puis ils sont un petit peu en retard sur le plan de relance parce qu'ils sont dans le volet assistance présentement, puis soutenir pour pas que ça s'écroule. Mais le plan de relance du Canada, OK, on a une indication de ce que ça va être. Et là, on est avec le panier rouge. OK? Oui. How to make Canada a more self-reliant country in the aftermath of the coronavirus pandemic. OK? Ça, c'est un texte qui est paru dans The Globe and Mail, le grand journal de Toronto. Et puis, c'est pas n'importe qui, là, c'est pas un courrier du lecteur, là, OK? Non. C'est David McKay, qui est le PDG de la Banque royale du Canada. La Banque royale du Canada, c'est le véhicule, le navire amiral de Bay Street. Écoute, okay. J'aimerais juste que tu me donnes 2 petites secondes pour que j'aille te trouver ce personnage-là que tu m'as identifié comme étant un grand acteur là, qui va influencer les décisions de nos dirigeants canadiens. Ce monsieur McKay-là a un plan là, pour un Team Canada, ni plus ni moins. Et ça se joue, comme tu nous l'expliques là aujourd'hui, au niveau numérique. On veut prendre notre place là. Et là, je veux que tu m'expliques ça comme il faut. C'est quoi cette stratégie-là du fédéral qui vont se servir de ça aussi? Parce que c'est ça que tu me faisais comprendre. Je suis en train de te chercher cette fameuse photo-là de M. David McKay. Parce que je veux absolument que lui, on le reconnaisse parce qu'on va en parler régulièrement. Voilà. Je viens de le trouver ici. Donne-moi 2 petites secondes. Lui, c'est le président de la Banque du Canada. C'est M. PDG, c'est le Chief Executive, OK, le Chief Executive, OK, of Royal Bank of Canada. C'est son titre en anglais, c'est le PDG de la Banque royale du Canada. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, gars, il faut ramasser tout le monde, ramifier. Team Canada to get the historic commitment. Lui, il est dans l'historique, là. Tu sais, c'est pas un petit plan, là. OK? Alors, toutes les entreprises capables d'innovation, et puis, partout, in every corner of the country and the economy. On comprend que lui, il passe par-dessus le Québec, là, et puis, il ramasse, OK? Bon, c'est pour faire apparaître l'économie de demain. Team Canada, OK? Donc, et puis là, il dit que la clé de ça, c'est l'investissement dans les infrastructures pour la prochaine génération. Et là, on parle des infrastructures numériques. Satellite Drive-in Rural Broadband. Ça, c'est les communications Internet par satellite pour les coins reculés dans les régions. Et aussi structurer ce qu'ils appellent les Smart Cities. OK? Ça va être... et là, t'es dans quoi, là? T'es dans le domaine... Ils rejoignent, là,
il compte, il bypass, OK, la juridiction du Québec sur les municipalités, les régions, etc., pour se donner une capacité d'aller faire une prise sur ces acteurs-là en région et là, faire passer sur leur infrastructure leur capacité de dépenser, leur capacité de dépenser. Tu comprends-tu? Le pouvoir de dépenser du fédéral qui jouerait là, OK? Oui. Puis là, il dit ça, c'est « We need to see the coming recovery as a digital-driven recovery ». C'est ça. Il est entièrement orienté sur la nouvelle espace géopolitique qui en économie, qui se trouve à être le numérique. Alors, ils sont là, OK? Et nous, on est là. On a un petit pas d'avance, mais est-ce qu'on va... c'est pour ça que ça va prendre un esprit de corps et une volonté politique déterminée d'agir avec envergure. Tu comprends? Oui. Et on peut... En tout cas, on regarde qu'est-ce qu'ils font le gouvernement de la CAQ dans le contexte, puis on peut se dire, par la force des choses, là, ils se sont fait pincer par le virus de la souveraineté, puis là, ils sont devenus, se sont tous inscrits, l'équipe économique de la CAQ, du gouvernement de la CAQ, dans une dynamique qui est souverainiste, qui est la seule dynamique souverainiste. Pas rien à voir avec des souhaits puis de référendums. La souveraineté, ça se bâtit, tu comprends-tu, par des actes d'État. Alors donc, là, ils veulent devenir indépendants. Et puis, j'ai vu une caricature dans le Journal de Montréal là-dessus. Tu sais, tu voyais le panier bleu s'en va, puis il y a un panneau en direction indépendance. Tu sais. C'est vrai, ça, c'est bien résumé. Et là, on est revenu dans un cadre stratégique où c'est une affaire d'État, la souveraineté. Si l'État du Québec bâtit sa force suffisamment, il est dans une dynamique de rupture, puis c'est tout. Tu comprends? Oui. Comment ça va se régler à la fin? C'est un référendum de ratification ou tout simplement un état de fait parce qu'on vote pour une constitution, peu importe, là. Mais si t'es pas là, tu es en marche présentement, puis le grand déclencheur de cette marche-là, la grande marche bleue, ben c'est ce virus-là, c'est le virus de la souveraineté. Maintenant... Écoute, excuse-moi Jean-Claude, 2 petites secondes. Je voulais juste te rajouter, là, je suis en train de présenter, pendant que tu parles, également toute l'équipe canadienne en ce moment du gouvernement Trudeau, qui eux aussi, là, je défile leur image, Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes, lieutenant du Québec. Quand on compare ça avec l'équipe de M. Legault en ce moment, tu disais que le Canada, la table était virée de bord, c'est-à-dire que le Canada suscite beaucoup d'inquiétudes et est mené par un gouvernement central affaibli par plusieurs crises qu'on a expliquées avant cette crise-là. Il y a eu la crise autochtone que je répète. Alors, je vois aussi Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles. On va voir que tu parlais du nationalisme économique. C'est le fun d'entendre aussi des hommes d'affaires comme Fitzgibbon de nous parler de nationalisme économique. C'est des paroles, c'est des mots qu'on leur voyait pas dans la bouche. Et effectivement, les événements... Tu parlais aussi du Québec charnel qu'on croyait s'éteindre tranquillement et cet événement-là fait renaître ce corps vivant-là qui est la société québécoise, la nation québécoise et on va observer dans les prochains jours là, ensemble toute la dynamique de ça entre l'État national du Québec en devenir et l'État national canadien qui risque là, de nous coûter très cher dans les prochains mois, dans les prochaines années. On voit aussi un fédéral qui essaie d'accélérer, de profiter de la crise pour accélérer des projets pétroliers. Et aussi, on regarde Trudeau aller, M. Trudeau, qui aussi, lui, de son bord, endette énormément le Canada actuellement.
Et il faut expliquer aux Québécois là, dans quelle dynamique le Canada nous emmène. Entre autres aussi, je le répète à Radio Infocité depuis plusieurs jours, observons ce qui va se passer du côté de l'Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve, 3 provinces en haute difficulté financière. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un peu, toi qui es féru d'histoire, explique-moi les habitudes du gouvernement fédéral dans le passé qui nous montrent que le fédéral risque d'en profiter pour embarquer dans des champs de compétences du Québec. Explique-moi avec un certain retour de l'histoire, qu'est-ce qu'on est en train de faire au Canada? Bon, OK, gare, juste pour conclure sur le panier bleu, là, il y a la nation fait corps d'une manière inattendue et inespérée dans un contexte d'évolution, justement, où le Canada, à chaque grande crise, on retourne dans l'histoire, mais l'histoire nous sert une leçon qui est très claire. OK? C'est à la sortie de la grande crise de 1929, OK? Et puis, à l'entrée de la Seconde Guerre, pour effort de guerre, le fédéral, il avait créé une commission d'enquête royale sur finalement, avec objectif de s'accaparer le pouvoir de taxation directe qui appartenait aux provinces parce que eux, ils disaient que dans une période de crise comme ça, c'est le gouvernement fédéral qui peut agir. Il y a une incapacité provinciale, OK? Alors donc, c'est ils ont créé la commission Rowell-Sirois en 1937. Et puis là, après ça, eux autres, ils avaient pris... Québec avait cédé son pouvoir de taxation directe pour l'effort de guerre. Okay, c'est Godbout. Et puis, avec promesse que de retour, après, la paix est venue, tu comprends? Oui. Mais la paix est venue, puis la petite guerre a continué parce que là, Duplessis est obligé de se battre pour sauver les capacités fiscales du Québec, une fraction de ça, tu comprends? Oui. Et puis donc, et là, cette bataille-là, il l'a menée en créant lui-même une commission d'enquête qui s'appelle la commission Tremblay et le cadre de cette commission-là du pourquoi que le Québec devait avoir les moyens, tu comprends-tu, Oui. de dessiner sa propre politique parce que c'est une nation qui était différente, etc. Je vais faire avec Céline, on travaille là-dessus, une capsule d'1 heure, très bien documentée. Je vais replonger dans cette époque-là, dite de la Grande Noirceur, OK? Là où ce que le Québec a développé une stratégie pour sauver la mise, sinon on était complètement dépendant du fédéral. Et là, la partie de ce que Duplessis a pu sauver, c'est ce qui a permis la Révolution tranquille. Tu sais, il n'y a pas de fracture. Donc, cette période-là, ces stratégies-là qui ont été développées dans la période dite de la Grande Noirceur, ils ont été déterminantes pour la suite de l'histoire, la Révolution tranquille, la montée en puissance du Québec avec ces leviers-là. Et c'est ces leviers-là qu'on va utiliser présentement pour contrer le fédéral. Parce que juste pour te dire, il y a la Caisse de dépôt a 5 milliards dans un tiroir juste pour appuyer des entreprises moyennes qui ont besoin de minimum 5 millions d'apport de capital. Donc, tu comprends? On est là. Et maintenant, on s'en va dans une autre crise. Crise grave. Pourquoi? Parce que le Canada, premièrement, est frappé par le virus. L'effort budgétaire du gouvernement fédéral va emmener un déficit probablement autour de entre 100 et 150 milliards. OK? C'est difficile à dire selon le temps que ça dure, cette crise-là. Et puis, de l'autre côté, les autres provinces, les provinces qui étaient, parce que le Canada est un pétrostate, un État pétrolier, c'est les provinces qui menaient la partie économique, c'était des provinces pétrolières. Ça il y a quelques années. Mais là, successivement, il est arrivé une série de malheurs. La baisse
baisse du prix du pétrole, ensuite l'incapacité de construire des pipelines, ensuite les blocages autochtones qui font tomber un autre projet. Et là, avec la crise du virus, l'effondrement de l'économie, de la consommation, etc., là, les prix du pétrole tombent. Et c'est dans ce contexte-là qu'à l'international, au niveau géopolitique, il aurait fallu qu'il y ait une entente entre la Russie et l'Arabie saoudite pour baisser leur production, pour maintenir les prix. Et là, Poutine, il a décidé qu'il ne participait pas à ça. Et puis que s'il était pour avoir une entente pour baisser les prix, c'est parce qu'il allait avoir une contribution des États-Unis pour qu'eux aussi baissent leur production. Et ça, même le président américain, s'il voudrait le faire, ça serait une décision qui serait illégale selon la Constitution. Donc, la misère va être là. Présentement, depuis un certain temps, le prix du pétrole albertain canadien, il se vend au prix du coût du transport. Si tu comprends que toute l'économie qui est basée là-dessus, quand ton prix de vente, c'est le prix du transport, il y a tout ça qui se ferme, là, tu comprends? Et donc, oui. il y a une crise budgétaire qui s'en vient. Et puis, regarde, juste pour te dire, Manitoba, il prévoit avoir une petite province. Il prévoit avoir 5 milliards de déficit, OK? L'Ontario, ça va être minimum 20. L'Alberta, je ne le sais pas parce que ça évolue. Toutes les projections sur le budget qu'ils ont fait pour l'année à venir, tu comprends-tu? Ça ne tient pas du tout, OK? Peut-être qu'ils s'en vont dans le 15, 20 milliards, peut-être plus, tu sais. Alors donc, tout c'est l'autre bord de la crise du virus, la crise sanitaire. Un coup que ça se stabilise puis l'économie reprend lentement, OK, on voit tous les dommages. Et là, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, Ottawa va chercher à refaire sa caisse parce que les déficits vont avoir explosé, creusé, incroyable. OK, c'est des déficits historiques, là, historiques. Et puis, pareil pour les autres provinces. Alors, eux autres, dans le réaménagement des finances publiques canadiennes, est-ce que tu penses que ça va leur tenter de voir que le Québec collecte 13 milliards de péréquation, alors que c'est le Québec qui sort fort probablement le mieux de la crise? Tu sais, pense à ça 2 secondes. Il y avait déjà une fixation, tu comprends-tu? Il en bavait de cette péréquation-là. J'ai eu l'occasion de faire des capsules vidéo sur YouTube, vigile.québec, là-dessus, sur eux autres, comment ils arrivent à avoir une fixation là-dessus, alors que ça allait quand même passablement bien, tu comprends, malgré la baisse du prix du pétrole. Mais là, c'est la misère totale. Alors là, la péréquation. Et donc, l'Alberta a une loi sur les consultations populaires, les référendums d'initiative populaire. OK? Donc, d'après toi, là, y a-t-il des chances qu'en Alberta, ils prennent l'initiative d'un référendum sur la péréquation? C'est une remise en cause de l'article 36 de la Constitution. C'est une ronde constitutionnelle. Tu comprends? Ah non, alors là, tu comprends? Déjà, OK, le contexte de crise. Déjà, on a un Jason Kenney en Alberta là, qui a demandé à M. Trump, entre autres, de bouder le pétrole de l'Arabie saoudite pour former un genre de marché nord-américain. On voit que l'Alberta, en ce moment, est très mal pris de par sa géopolitique. On va en parler régulièrement de ça, Jean-Claude, pendant les émissions. Puis ce que je montre à l'écran en ce moment, c'est le déficit fédéral qui est aux alentours en ce moment de 710 milliards. Et là, M. Trudeau... Voilà. C'est pas le déficit, ça. C'est pas le déficit, c'est la dette. Excusez, oui, effectivement, Jean-Claude, tu fais bien, excuse-moi. Donc, c'est le déficit cette année qui risque d'exploser au Canada. Puis ce qu'on explique avec le Canada pétrolier qui risque de vivre de grosses difficultés,
entre autres le crash pétrolier, là, explique-moi ça, Jean-Claude, comment en ce moment on emmagasine le pétrole dans tout le monde entier, parce qu'on sait que la demande de gaz a baissé énormément, et là, il y a de la surproduction de pétrole. Peux-tu me dire un peu comment ça fonctionne au niveau mondial, puis c'est quoi les impacts comme un État pétrolier comme l'Alberta? OK, bon, gars, c'est parce que là, eux autres, ils cherchent les perspectives, tu comprends? Oui. Maintenant, c'est deux mondes différents, hein? Il y a ceux qui exportent par bateau puis qui ont déjà des grandes installations de transit, comme l'Arabie Saoudite. Puis il y a ceux puis là, eux autres, ils peuvent en entreposer. Les États-Unis ont une réserve stratégique aussi qu'ils vont remplir. Et puis, il y a les bateaux. Les bateaux qui partent, ils restent en mer en attendant d'avoir un quai de débarquement parce que pour avoir une demande, OK? Mais à un moment donné, ils sont en train d'envisager de payer pour débarquer leur pétrole. Tu comprends? Oui. Que ça va, tu sais, donner le pétrole, là, OK? Parce que un bateau comme ça coûte 50 000 par jour. US, tu comprends? Oui. Fait que, regarde, c'est à un moment donné, t'as tout mangé tes profits là, à être en attente à quelque part au large. Fait que, juste pour te dire que ici, en Alberta, ça sort par pipeline, OK? Ils n'ont pas de capacité d'entreposage stratégique. Et puis donc, il faut que ça sorte. Si ça arrête de sortir, ben la production, toute la machine au complet en arrière, elle arrête. Tu comprends la gravité de ça? Oui, puis explique-moi en ce moment comment l'Alberta essaie de gagner du temps avec les wagons. Là, on est en train de remplir les wagons en attendant que la demande reprenne. Oui, mais regarde, c'est marginal. Oui, vas-y. C'est marginal, tu comprends-tu? Je veux dire, quand tu vas remplir ça, c'est marginal. C'est pas des capacités d'entreposage stratégique. Mais pour revenir à notre proposition, c'est que la pression, le contexte canadien va faire en sorte que le Québec va être visé, l'arbitrage va se faire par le fédéral et historiquement, et là, on n'a pas besoin d'un diplôme en inquiétude économique pour comprendre ça, historiquement, le Québec a été le perdant de l'arbitrage fédéral quand il y a des jeux de pression de même sur des intérêts qui sont... Donc, est-ce que le Québec a une stratégie pour parer l'offensive qui s'en vient et qui vise la péréquation? Et ça nous ramène à une proposition de vigile qu'on a faite pour qu'on puisse avoir une position stratégique face au fédéral, face à l'Alberta, et qui aurait dû être faite depuis un certain temps. C'est-à-dire que la péréquation a été mise en place pour compenser le manque à gagner du fait qu'ils sont partis avec notre pouvoir de taxation directe. Comprends-tu? Oui. Alors là, nous, ce qu'on propose, on a proposé ça sur Vigile, on a donné les documents au bloc, au boss, tu comprends-tu? Il les a lus, tu sais. Et puis c'est très simple, tu comprends? C'est que le gambit, c'est que nous, on va renoncer à la péréquation complètement. On veut jamais être dans ce programme-là, mais on veut récupérer notre pouvoir de taxation directe. Il va être très précieux pour la suite de l'histoire. Tu comprends? Absolument, parce que là, juste les déficits qu'on va faire, calculer la péréquation, là, ils auront beau à nous en donner comme on voudra. C'est que c'est comme si ton père s'endette pour essayer là, de pallier à la crise. Et on sait là, que c'est un puits sans fin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là du côté du gouvernement canadien? Puis il va falloir à un moment donné allumer puis décider est-ce qu'on continue dans ce gouffre-là? Et c'est ce qu'on va voir développer là, dans les prochaines semaines. Parce que ça s'accélère, hein, Jean-Claude. Ce crash-là pétrolier, là, où on va atteindre à un moment donné la capacité limite d'entreposer du pétrole. Moi, j'ai lu des articles où on disait que le pétrole albertain peut même descendre à 0 $ le baril. Parce que il vaudra plus rien. La demande est pas suffisante et ça risque là de créer véritablement on va mettre la switch à off pour quelque temps en Alberta. Sinon, il va falloir payer
pour pomper du pétrole. Ben, on paye actuellement pour le pétrole. C'est ce qu'il faut dire aux gens, que c'est pas l'Alberta qui va payer nos services sociaux dans les prochains mois. Ça, on a voulu nous monter toutes sortes d'histoires au niveau de la péréquation. Et moi, je suis très content là-dessus. C'est un mythe canadien qui risque d'être, avec le COVID-19, cette crise-là, risque de vraiment s'éliminer par elle-même. Oui. Vas-y, Jean-Claude. Oui, regarde, c'est parce que là, c'est important de voir que les arbitrages fédéraux dans cette crise budgétaire-là vont se faire au détriment du Québec. Ça joue sur les rapports de force de l'État du Québec face à l'État fédéral. Et ça résume toute la game. OK? La souveraineté, c'est un État qui se dresse contre un autre. Et c'est pas des intellectuels qui font des débats d'idées pour convaincre des gens de faire des croix sur les bouts de papier puis compter ça, puis c'est un de plus, c'est un pays, là. OK? Ça, là, c'est de l'idéalisme jusqu'au suicide, là. Tu sais, ça se peut pas. OK? Donc, on revient sur le fait que le Québec doit se comporter comme un État et non comme une province. Et donc, il y a des intérêts d'État en jeu. Et donc, cette histoire-là de récupérer notre pouvoir de taxation directe, il y a deux possibilités. C'est c'est une fin de non-recevoir, naturellement, ou ça bouge. Si c'est une fin de non-recevoir, ben arrêtez de nous écœurer avec votre péréquation. Si ça bouge, ben c'est un gain. Alors, le gain, qu'est-ce que ça fait? Ça change la dynamique des rapports de force en présence, OK? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, tu ramasses ton argent, puis tu envoies la péréquation et toute la tutelle qui vient avec la péréquation. Et le résultat de ça, c'est que le fédéral, Ottawa, se fait déshabiller. Tu comprends-tu? Ah oui, ah oui. Ils se font déshabiller, puis ils perdent les capacités de pouvoir de dépenser, de rentrer dans nos juridictions. Et là, donc, c'est une lutte de compétences sur le territoire entre deux États qui se joue. Et là, ils n'ont plus les moyens de nous envahir. Et donc, pour revenir avec le monsieur là, de la Banque Royale, là, McKay, ben lui, il y aurait moins de moyens pour nous rentrer dedans avec sa stratégie du numérique. OK? Alors, c'est ça. Alors, c'est tout ça qui joue, qui s'allume. Et puis, c'est ça que révèle cette crise, c'est que ce virus-là, c'est le virus de la souveraineté. Ça dépend comment on joue nos cartes. Mais c'est bleu à tout. Et tu parlais des lignes de front. Là, il y en apparaît des lignes de front. Et c'est pas, comme tu disais, c'est pas par l'accumulation de bons arguments qui nous mèneraient à la souveraineté. C'est l'histoire en ce moment qui nous pousse à agir. Et là, le gouvernement du Québec agit, est déjà en sortie de crise, tandis qu'on a un Canada affaibli, avec des disparités régionales, des provinces en difficulté financière, et un Québec qui est orienté vers les États-Unis, proche d'un marché qui risque d'avoir hautement besoin d'expertise que le Québec possède. Donc, nos avantages ne sont pas vers l'ouest, vers l'Alberta, ni vers les provinces maritimes. Si on veut s'en sortir, il va falloir prendre soin de nous, de développer nos propres qualités, puis essayer de mieux s'en sortir. Donc, oui, mais regarde, juste pour conclure là-dessus, là, c'est que le virus nous amène là par la force des choses, et présentement, la cohésion nationale, elle est à un niveau historique, peut-être jamais vu, peut-être avant 1760, là, mais depuis, OK? Alors, il s'agit de savoir si la direction politique va surfer sur cette lame de fond-là là, qui se lève. Là, t'sais. Et puis là, c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qui va se faire, à la proposition de la stratégie d'État d'envergure dans le domaine du développement économique, le redressement et le recadrage de tout ça. T'sais. Ça fait que, gare, je voulais juste te mentionner les quelques points, puis des choses à surveiller pour la suite de l'histoire.
Jean-Claude, j'aimerais qu'on conclue Oui. sur quelque chose que tu m'avais parlé. Qu'effectivement, on aurait un moment historique de tendre la main à l'Alberta qui voulait mettre fin à la péréquation, qui identifie de plus en plus le gouvernement central comme étant l'acteur de ses principaux problèmes. Puis ça, dans les prochains mois, les chicanes entre le provincial et le fédéral risquent de pogner parce qu'il y a tellement d'intérêts divergents à travers le pays que ça va être difficile avec un chef aussi faible de tenir cette cohésion-là à la grandeur du Canada. On découvre avec cette crise-là aussi que le Québec est un beau territoire, pas trop gros, pas trop petit, que si on pouvait avoir l'occasion de le gérer nous-mêmes, que je pense qu'on commence à réaliser qu'on est capable de s'en sortir même mieux que les autres. Ben oui, mais oui. On a un allié naturel, objectif avec l'Alberta parce que eux-mêmes, sur la péréquation, il y aurait intérêt à récupérer leur pouvoir de taxation directe, OK? Oui. Parce qu'ils vont avoir des problèmes budgétaires énormes. Fait qu'Ottawa, il serait amaigri et donc, c'est peut-être là l'objectif des conservateurs d'amaigrir l'État fédéral. Alors, si tu veux amaigrir la bête, arrête de la nourrir. C'est ça que c'est. Puis, alors, OK, oui. Puis l'autre parce chose, que là, j'aimerais ça que tu me parles aussi de la stratégie du fédéral là, avec ses cadeaux. Où il prend l'argent, M. Trudeau, pour payer toutes ces mesures-là qu'on voit apparaître là, tranquillement pour essayer d'acheter notre silence. On dirait qu'on se retrouve encore une fois dans des débats référendaires de la pension de vieillesse. On est en train d'essayer là, présentement, oui. Si tu me poses cette question-là, il y a la Banque du Canada qui a déplié 80 milliards. Et puis, selon la Constitution, ce 80 milliards-là, le Canada doit le recycler dans le marché privé au bout de 6 mois. Alors, reste à savoir s'ils vont être capables de le faire, mais c'est là que devient le 80 milliards. OK. Fait que, écoute, je dois m'occuper. Parfait, Jean-Claude. Merci beaucoup. OK, parfait. Donc, on est sur le virus de la souveraineté, puis on surveille comment la dynamique va se dérouler pour la suite des choses. Alors, salut à tout le monde. Merci, bye bye. Jean-Claude. Merci d'être venu. Puis, Jean-Claude va régulièrement venir nous jaser à travers cette crise-là et le confinement qu'on nous impose au Québec. Donc, Jean-Claude va venir laissez-moi 2 petites secondes, va venir régulièrement commenter l'actualité. Puis c'est ça là, que j'ai voulu vous faire ressortir avec Jean-Claude. Les mauvaises habitudes du fédéral actuellement qui profitent de la crise pour nous imposer le modèle canadien. Et Jean-Claude, dans l'émission, un des points forts, c'est de nous dire que le combat va aller du côté numérique. Et le Canada va essayer de créer un gros Netflix canadien pour essayer d'englober le marché canadien. Et on va voir que là-dedans, et on va réaliser que dans le Canada, on va être très peu, on n'aura pas beaucoup de poids dans les décisions. Donc, d'une façon ou d'une autre, si on réussit à bien vous montrer et vous donner une actualité de qualité pendant cette crise-là, vous allez voir qu'on va être capable de faire des parallèles avec le Canada qu'on connaît tant depuis 155 ans. Je vais vous aider, Jean-Claude Pomerleau, au niveau politique canadien international. J'ai Stéphane Hallinger aussi qui vient régulièrement nous renseigner sur le dossier canadien aussi et le dossier pétrolier parce que le dossier va nous coûter très cher. Et on a aussi Stéphane Guy, un scientifique qui est à la retraite, qui, depuis 3 semaines à Radio Infocité et à Canada Virus, nous renseigne vraiment de façon privilégiée concernant ce virus-là pour mieux le connaître et mieux le combattre. Donc, restez avec nous, plein d'invités, plein d'émissions que je vais, plus la technique, plus je vais maîtriser la technique, plus vous verrez apparaître des vidéos. J'ai plein de... si vous avez des gens qui veulent communiquer avec moi, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à nous encourager. Fabien va
à la fin là, de la vidéo, vous allez voir les coordonnées pour donner pour ce média web. Alors, c'était Carl Brochu et Jean-Claude Pomerleau. Merci au régisseur Fabien Tremblay. Toutes les photos que vous voyez de l'espace dans les émissions Canada Virus sont une exclusivité de la chaîne. C'est Fabien Tremblay, astronome amateur, notre régisseur, qui nous fournit ces belles images. Et on va sûrement, à un moment donné, mieux vous documenter en matière d'astronomie avec Fabien. Alors, merci et on se reparle bientôt. À la prochaine.